C'est certain, pour dénoncer les surenchères de Mélenchon, sinon son gauchisme incorrigible, ses détracteurs ne manquent pas de combativité. Et quand ils évoquent son programme économique, leur réquisitoire devient même impitoyable. La France qu'il aime, c'est la France de Zola, de Germinal, des mines, des hauts fourneaux, et que la France actuelle, la France contemporaine, la France de la fin du salariat, c'est une économie qu'il ne peut pas comprendre culturellement. Les remèdes économiques qu'il propose, M. Mélenchon, c'est exactement ce qui avait été appliqué en 1981, c'est-à-dire la relance par l'augmentation de la dépense publique, la diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires pour stimuler le pouvoir d'achat. Au bout de 2 ans, la France était au bord de la faillite et Mitterrand avait décidé de prendre donc le virage de la rigueur. Et M. Mélenchon s'en est jamais remis. C'est un programme qui, à la limite, pourrait être discuté du temps des 30 Glorieuses, quand on avait une croissance de 5% et qu'on était en économie fermée, et en plus quand on avait encore l'Empire français. Bon. Mais dans une économie ouverte et avec une croissance de l'ordre de 1%, c'est un programme qui est simplement impraticable. Nostalgique, archaïque, doux rêveur, je ne prends pas ces critiques à la légère. Je comprends ce qu'on m'explique, que Jean-Luc Mélenchon a la tête dans les étoiles, alors que ses adversaires, eux, ont les pieds sur terre. Mais on doit quand même être juste. Ce n'est pas Mélenchon, mais les tenants du libéralisme qui ont plongé le monde dans une crise économique qu'eux-mêmes décrivent comme sans précédent. Faut-il donc attendre une catastrophe supplémentaire pour s'apercevoir que ce sont peut-être eux qui prennent des vessies pour des lanternes et se trompent? Et rien que pour cela, les arguments des partisans de la France insoumise ne méritent-ils pas au moins d'être écoutés attentivement? On a une divergence avec les économistes du camp d'en face qui pensent que les actionnaires créent de la richesse. Or, les actionnaires ne créent rien du tout. Ils prélèvent la richesse dans l'entreprise, celle-ci étant créée par les salariés. En 1980, la part des profits qui étaient distribués sous forme de dividendes, c'était 20% des profits. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc la politique que propose Mélenchon est absolument réaliste. Elle vise à faire en sorte que les richesses créées dans l'entreprise qui sont à l'origine du profit, eh bien, soient utilisées pour des investissements utiles. Notre monde est malade à mourir de la financiarisation de l'économie. Et par conséquent, mon intention est de proposer de définanciariser l'économie, c'est-à-dire de retirer de tous les postes de commande où ils se trouvent les commerciaux et les financiers qui cancérisent notre économie et de couper tous les tuyaux par lesquels arrivent d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'individu singulier avec des revenus excessifs ou l'entreprise qui spécule ou le fonds de pension, de couper un à un tous les tuyaux qui alimentent la bulle financière qui va tuer notre monde. La consternation que provoque l'antilibéralisme de Mélenchon chez ses interlocuteurs médiatiques est pour ses partisans un bon signe. La preuve vivante qu'il dérange en s'attaquant à un monde qu'on nous présente comme le seul possible et que symbolise aujourd'hui l'ubérisation de la société, supposée permettre à chacun de devenir entrepreneur sur le modèle du chauffeur VTC ou du livreur à vélo. À travers la façon dont l'ubérisation exploite les nouvelles technologies, le modèle qu'il y a derrière, à quoi renvoie-t-il? Finalement, au modèle des tâcherons du 19e siècle. L'ubérisation, c'est la paupérisation. C'est comment organiser un dumping social absolu qui provoque la fin du salariat. Ça permet un modèle du travailleur sans droit, une optimisation fiscale absolue. Et à la fin, ça provoque aussi la casse du système de protection sociale. Du jour au lendemain, vous avez des livreurs à vélo qui se retrouvent pour un bras dans le plâtre à la suite d'un accident, ce qui arrive au moins une fois par an à chacun, se retrouvent sans aucun revenu et sans aucune protection. Plus on travaille, plus on est payé. Donc évidemment, tu as envie de travailler, tu as envie de te dire, tu es jeune, tu as envie de te dire, tu sais quoi, je peux bosser 50 heures par semaine. Tu sais quoi, je peux bosser 60 heures par semaine. Toi, tu as bossé 65 heures, je vais bosser 70 heures. Parce qu'en plus, je vais gagner plus que toi. Sauf que ça, tu le fais une semaine, tu fais 2 semaines, 3 semaines, et puis un jour, tu te pètes la figure. Et quand tu pètes la figure à Paris, t'as pas de 3 chances, quoi. Et les jeunes avec qui je travaille me disent, ouais, mais on n'a pas notre patron sur le dos. Je dis, non, tu l'as pas sur le dos, tu l'as dans la poche. C'est ton téléphone. En plus, c'est ton téléphone à toi que tu as payé. Qu'on les approuve ou non, les positions qui sont celles de la France insoumise ont le mérite de la cohérence. Mais ce qui est tout de même problématique, c'est ce que la récente expérience du Premier ministre grec Alexis Tsipras a montré. Qu'il ne suffit pas à un leader de gauche d'avoir de bonnes intentions pour imposer ses vues une fois arrivé au pouvoir.
Nous étions absolument ivres d'enthousiasme, parce qu'on avait gagné, parce que ça s'était fait en collaboration les uns avec les autres. Tsipras parlait beaucoup avec nous avant. Et puis, il appliquait la méthode, L majuscule, M majuscule, c'est-à-dire le vote populaire chaque fois qu'il y a un problème. Il déclenche un référendum, les gens votent non au mémorandum que l'Europe impose à la Grèce, et 3 jours après, il signe qu'il accepte le mémorandum. C'était terrible, quoi. C'est terrible parce que c'est vraiment des jours où tu te dis, bon, finalement, on n'y arrivera jamais. Eh oui, vous n'y arriverez jamais. C'est exactement la conclusion qu'on a tous tendance à tirer, et surtout ceux qui souhaitent que Mélenchon échoue au pouvoir en France, comme Tsipras en Grèce. Il n'y a aucune chance, si Mélenchon arrive au pouvoir, que l'Europe accepte la politique mélenchonienne. Et la France, toute puissante qu'elle est, n'arrivera pas à imposer aux 27 ou aux 10 qui comptent, et a fortiori à l'Allemagne, une politique à la Mélenchon. Jamais les Allemands ne l'accepteraient. Donc la question ne se pose même pas. C'est-à-dire que, de fait, la politique économique qu'il appliquerait signifierait la fin de l'Union européenne et la fin de l'euro. Alors vous, au final, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui préfèrent du coup ne rien changer à l'Europe actuelle? Ce que je peux leur dire, c'est la chose suivante. Si vous laissez les choses aller comme ça, l'Europe va se briser. Le Brexit, c'est un signal du début de la fin. Partout, c'est l'impasse. Donc elle va se briser, et elle va se briser d'une méchante manière. Parce que partout, c'est l'extrême droite qui monte. Donc je vous adjure de comprendre que ça va mal finir si vous laissez faire. Donc c'est si moi je m'en occupe, que ça peut finir autrement et si possible mieux. Anti-européen, comment peut-on penser que je le suis? Ne cesse de répéter Mélenchon. Ce que je veux, c'est une autre Europe, certainement pas sa disparition. Et pour le réaffirmer, le voilà qui part au Danemark, à Copenhague, à l'occasion d'un sommet européen organisé dans un lieu que la série Borgen a rendu célèbre dans le monde entier, le Parlement. Là, devaient en effet se réunir des chefs de parti, des députés, des anciens ministres, des hommes et des femmes politiques de plus de 20 pays, tous partisans justement de cette autre Europe. Je sens la responsabilité qui pèse sur nous, mais je voudrais vous dire que cette responsabilité, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre tous, car si demain je suis élu, vous viendrez tous à la rescousse et je vous y appellerai. Et Mélenchon, de donner la clé de l'échec en Grèce de son ex-ami Tsipras. Celui-ci n'avait qu'un plan A, négocier avec les instances européennes et les créanciers de son pays. Mais il n'avait rien prévu en cas de refus de leur part, aucun plan B. Ce à quoi, précisément, Mélenchon, lui, dit avoir pensé. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? J'aurais dit, écoutez, moi j'adorerais payer la dette. Ça me plairait, mais je peux pas. Alors je m'en vais. C'est fini. Au revoir. Si la Slovénie dit allez, on s'en fiche, on sort, bon bah on dira c'est dommage, la Slovénie s'en va, mais c'est un tout petit pays, ils sont 2 millions. Nous sommes la 2e économie du continent. Si on sort, c'est une pagaille indescriptible. Donc il vaut mieux mesurer ses actes. Ceux qui sont en face de nous savent que s'ils ne veulent pas discuter avec nous, comme ils ont fait avec Tsipras, 2% de l'économie, nous 18. S'ils ne veulent pas discuter, ben salut. Jean-Luc Mélenchon, il veut faire une autre Europe. Avec qui? Avec les extrêmes gauches des divers pays européens, avec Die Linke, c'est-à-dire le parti de gauche en Allemagne, qui fait 8% aux élections et 5% des inscrits. Bon, il n'a ni le projet, ni la force d'infléchir le cours européen. Si l'Allemagne refusait, il ne faudrait pas s'interdire de demander à ceux qui le souhaitent de venir avec nous faire autre chose. Et de ce point de vue-là, il n'est pas exclu que les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Grecs aient envie d'autre chose que ce que leur imposent les Allemands. Et donc dans ce cas-là, il faudrait préparer une sortie ordonnée de l'euro. Et c'est ce qu'on appelle un plan B dans ce cas-là, si l'Allemagne s'obstinait à refuser la réorientation qui s'impose et qui est extrêmement réaliste compte tenu de la situation catastrophique actuelle. On me dit, vous n'allez pas convaincre, qu'est-ce que vous en savez? Il faut déjà essayer. Ils n'ont même pas essayé. Moi, je suis persuadé que j'arriverai à convaincre. Tous ceux qui raisonnent peuvent comprendre qu'on ne peut pas mener un continent entier avec des méthodes qui ont aussi lamentablement échoué et vouloir continuer. Voilà, tout le monde peut comprendre ça. Et je pense que n'importe quel esprit, fût-il d'un point de vue politique totalement opposé au mien, arrive à comprendre qu'à un moment donné, le bilan s'impose à tous.
En quittant ce jour-là Copenhague, Jean-Luc Mélenchon est rasséréné. Il sait bien qu'il est loin d'avoir convaincu tous ceux qui continuent de voir en lui un anti-européen viscéral. Mais il sait aussi que c'est justement son projet d'une autre Europe, comme son projet d'une autre France, qui assoit sa popularité. D'où la question qui ne cesse de le hanter. Comment être lui-même autre dans cette campagne présidentielle? Comment ne pas reproduire les travers de ceux qu'il dénonce et qu'une grande partie de la population exècre? La volonté d'être lui-même un candidat différent conduit Jean-Luc Mélenchon à concevoir une campagne originale dont tous les rassemblements ne devaient ressembler à rien de connu. Ainsi, à Lille par exemple, sur les 1000 participants qui se retrouvèrent un week-end d'automne pour bûcher sur le programme, les 2/3 avaient été tirés au sort et l'ensemble des propositions discutées dans un premier temps sur Internet. Au moment où on a lancé la période contributive, on était quand même déjà beaucoup plus qu'un parti classique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont 100 000 adhérents. Donc l'ambition était énorme. Il fallait comprendre les aspirations des uns et des autres, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas imaginées au départ dans le programme et qu'on a dû intégrer parce qu'on s'est dit, bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai discuté avec un gars de la Voix du Nord, il dit mais ça ressemble à rien. Bah oui, ça ressemble à rien, c'est fait pour. C'est nouveau, hein, apparemment. Même pour les vieux militants qui avaient à notre table, ils n'avaient jamais fait ça. Ils ont trouvé ça très bien d'un point de vue démocratique. C'est un prototype. Hein. Donc il y a plein de petits trucs qui ne sont pas terminés. Hein. Les techniques modernes nous libèrent. Les gens me disent ah c'était le bon vieux temps avant. Non, c'est pas vrai. Moi j'y étais, c'était pas le bon vieux temps. C'est pas vrai. Sans illusion sur le bon vieux temps, et loin de se contenter des traditionnelles distributions de tracts ou des collages d'affiches, Jean-Luc Mélenchon a du coup investi massivement Internet. On s'inspire des techniques de mobilisation qui ont été développées dans la campagne de Bernie Sanders, c'est-à-dire la communication via les réseaux sociaux, via le web. Bernie Sanders disait, il y avait ce visuel qui circulait sur les réseaux sociaux et ces pancartes, ils ont des millions, nous sommes des millions. Ben, c'est exactement ça. Réussissant à être suivi sur Twitter par 1 million de followers, Mélenchon a de plus créé sur YouTube sa propre chaîne, qui est devenue, et de loin, la plus consultée de toutes les chaînes politiques sur Internet. Dans le choix qu'il a fait d'aller sur le digital, il y a une vraie volonté de toucher un public plus jeune, qui est plutôt désintéressé de la politique, qui souvent ne vote pas, qui boude les médias traditionnels et la télévision en tant qu'objet. Et donc la stratégie de créer des programmes originaux, comme Pas vu à la télé. Pas vu à la télé, c'est un programme qui donne la parole à des personnes sur des thématiques qui sont très peu traitées à la télévision. Donc il y a à la fois le côté critique du mass média et des thématiques qu'il aborde, et en même temps le côté innover sur le digital en créant son propre programme, sa propre émission. Alors lui, c'est trop nucléaire. Bon, d'accord. Moi, j'arrive pas à lui faire les noms, les pseudonymes, enfin bref. Donc c'est trop nucléaire. Adresse cerf-volant. Déconcertant Mélenchon. Considéré par ses adversaires comme un homme du passé, est finalement plus à l'aise que beaucoup d'entre eux dans la société moderne. Devenu dans cette campagne un phénomène, une icône du web dont les internautes s'amusent à détourner l'image, lui-même fait de la surenchère technologique en organisant un meeting holographique pour se dédoubler entre Paris et Lyon, histoire sans doute de rajeunir encore un peu plus son électorat, ce que confirme l'inscription dans son programme du droit de vote à 16 ans. Quand tu as 16 ans, tu peux exercer l'autorité parentale, tu peux être émancipé. Si tu bosses, c'est la fin de la scolarité obligatoire aujourd'hui à 16 ans. Si tu vas bosser, tu votes dans les élections professionnelles, c'est pas rien. Donc pourquoi tu voterais pas dans la cité? Si tu es réputé capable de savoir ce qui est bon dans l'entreprise, ce qui est bon dans ta famille, parce que tu t'occupes des gosses, pourquoi tu ne saurais pas ce qui est bon dans la cité? Bonjour. Est-ce que vous pourriez, pour mon grand-père syndicaliste, s'il vous plaît, il était facteur? Mon père a été receveur, alors bon. Ah. La moitié des gens qui votent ont 60 ans et plus. Et si tu veux augmenter le poids de la jeunesse dans la décision politique, bah, la seule manière de faire, c'est le droit de vote à 16 ans. Tu fais quoi, toi? Étudiant en commerce international. Il y en aura besoin. Oui, on a besoin de tout. Quand nous serons au pouvoir. Ben oui. Dans quelques mois. Je croise les doigts.
Le sourire de Mélenchon, imaginant devenir président en mai prochain, n'était pas fin. Il est clair que l'Élysée lui semble de moins en moins inaccessible. Mais à la traditionnelle cérémonie des vœux, à laquelle tout homme politique doit se livrer en début d'année, il fut assez prudent pour ne se livrer à aucun pronostic, pour ne pas même envisager son possible score au premier tour, préférant se lancer dans une savante tirade sur l'Amérique de Trump, la Chine et la Russie. L'heure des comptes n'en était pas moins proche. On y est, c'est la dernière ligne droite. Alors quel est pour vous l'objectif de ces 3 prochains mois? Pour moi, la tâche, elle consiste à créer une majorité positive. C'est-à-dire, je ne peux pas me nourrir seulement de la dénonciation du passé. Bon, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est plutôt de dire voilà comment on va faire, voilà comment on va s'y prendre, voilà les garanties que je donne. Bon, on ne fait pas vivre un peuple avec des regrets et des remords. Hein. Et donc, la question qui se pose à moi, c'est de savoir si je vais y arriver. Alors que beaucoup vont dire ah c'est pas possible, d'ailleurs personne parle comme lui, les autres sont pas d'accord. Bon, mais tout le monde sait que une possibilité dans cette situation incroyablement fluide et virevoltante, c'est que la table se renverse. Donc je dois mener ma campagne en tenant compte de tout ça. Il s'agit de construire. Mais si Jean-Luc Mélenchon connaît ses points forts, il connaît aussi son point faible, sa propre personne. Car la plupart des présidentiables, comme s'il n'y avait de grandeur que dans l'impassibilité, nous ont habitués à être flegmatiques, alors que lui s'indigne, bouillonne, invective, tempête. Mais après tout, pourquoi la colère en politique ne serait-elle pas une vertu? Je me souviens de ce que disait non pas Che Guevara, mais l'abbé Pierre. Ne pas se mettre en colère quand on voit les autres bafoués, exploités, humiliés, c'est ne pas les aimer. Le programme que je vous propose va avec un homme qui lui ressemble. On ne peut pas proposer ce que je propose avec une tête de premier communiant qui parle d'une voix flûtée. Dans nos milieux, dans les milieux populaires, la première vertu, c'est de ne pas se laisser faire. Et la seule manière qu'on a de l'exprimer, c'est de se mettre en colère. La colère est donc non pas une perte de sang-froid, c'est l'affirmation d'une volonté. Ce que je propose est ample comme une respiration. On va faire une constituante, on va changer la vie, on va modifier toute la production. Et vous voudriez que je dise ça à mi-voix et avec une mine chafouine de premier de la classe? Non, c'est pas possible. Alors, je trouve que mon personnage est en harmonie avec son discours. Et la colère, pour moi, elle aura joué un grand rôle. Des fois, il n'y a pas le choix. Il faut ouvrir les portes à coups de pied. Tel est le sens de la colère.